Chères téléspectatrices, les spectateurs et internautes, vous suivez la 349e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio Télé Guinée, OCPA Magazine. OCPA Magazine, c'est l'émission de l'ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti qui vous renseigne sur la comptabilité, l'audit, la fiscalité, la finance, les finances publiques, l'éthique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'émission qui passe chaque mardi à 10h PM sur Télé Guinée, reprise mercredi à 10h AM. Et pour les internautes, ils peuvent naviguer sur le www.rtghaiti.com. À cette 349e édition, nous avons retenu pour thème politique fiscale en Haïti, enjeux et contraintes. Un thème assez opportun puisqu'on parle du budget. Et pour avoir cette émission, nous avons à la fois le plaisir et le privilège de partager ce plateau avec un confrère, un grand serviteur de la profession, un ami. Je veux citer le professeur Luc Duval. Professeur Duval, bienvenue à cette 49e édition de OCPA Magazine. Merci, chers confrères et amis. Merci à ce moment particulier marqué par une réalité économique et financière difficile et des passions politiques qui viennent s'intégrer dans le monde de la fiscalité aujourd'hui et qui amplifie maintenant une sorte de passion sociale. Merci. Merci, professeur Duval. On prend une pause, on vous revient. Chers téléspectatrices, téléspectateurs internautes, comme d'habitude, nous vous renseignons sur les activités de l'ordre des comptables. L'ordre a un nouveau conseil d'administration ainsi constitué. Et Gaillard, président, Denis Contant, secrétaire, Mercedes Hazel Lyoto, trésorière, et 3 membres, Thomas Blot, Régine Delimont et Milan Ménager-Pierre. Nous souhaitons bonne chance à ce nouveau conseil appelé à gérer les intérêts de la corporation durant les 3 prochaines années. L'ordre invite aussi ses membres à prendre part à la 32e conférence interaméricaine de comptabilité qui se tiendra à Lima, au Pérou, du 22 au 24 octobre 2017. C'est l'occasion pour les confrères et consoeurs de participer à ces assises qui réunissent 23 pays membres. Donc, c'est une grande rencontre. À chaque émission, nous vous renseignons aussi sur les activités, sur une information, sur un point important. Eh bien, c'est le mode d'imposition de la cigarette. Eh bien, sur la cigarette qui est produite en Haïti, nous avons d'abord 12% de l'assise, nous avons 20% à titre de collectivité territoriale et il y a également la TCA. Ça signifie que l'imposition de la cigarette en Haïti représente 45,20% du prix ex-usine. Ça veut dire que sur le prix de vente de la cigarette, eh bien, les taxes collectées représentent 45,20%. L'émission a pour thème politique fiscale en Haïti, enjeux et contraintes. Donc, dès qu'on parle de politique fiscale, on doit savoir qu'il s'agit d'une des composantes de la politique économique. La politique économique a 2 composantes. D'un côté, on a la politique fiscale qui traite des impôts, des droits des taxes, et on a la politique monétaire qui a rapport à la gestion de la masse monétaire en circulation. Donc, ça signifie qu'on parle de politique fiscale, on voit nécessairement les mesures qui sont adoptées dans le cadre du budget, parce que quelque part, il n'y a pas de politique fiscale en dehors du budget. Ça veut dire, à travers le budget, on peut voir l'ensemble des mesures qui sont prises de manière à collecter les impôts, les droits, les taxes. Donc, l'impôt n'est pas neutre. L'impôt n'est pas neutre, ça veut dire que l'impôt est collecté et l'impôt peut aussi influencer le comportement des agents économiques. L'impôt peut aussi freiner, comme l'impôt peut encourager. Donc c'est pour cela que nous estimons opportun
le fait de parler de politique fiscale à ce moment, puisque l'on parle du budget. Professeur Duval, comment peut-on voir les grandes lignes, mais voir son importance pour la politique fiscale en Haïti particulièrement? D'abord, pour parler de politique fiscale, il faut commencer par placer le concept politique fiscale dans un contexte plus général, parce que dans tout pays, la politique fiscale est influencée d'abord par le choix de compétences de base fait par l'État, à savoir, est-ce que l'État va percevoir l'impôt sur ce qu'on appelle une base territoriale restreinte? C'est le cas des pays où l'impôt est toujours levé sur le territoire national ou sur une transaction faite en relation avec le territoire. Et deuxièmement, il y a des pays, très peu maintenant, qui lèvent l'impôt ce qu'on appelle sur une base territoriale étendue, qu'on appelle aussi sur une base mondiale. C'est le cas par exemple des États-Unis où on lève l'impôt sur le revenu non seulement sur les transactions qui étaient réalisées dans le pays, mais aussi sur les revenus même des ressortissants qui sont à l'extérieur du pays. Mais cela participe carrément d'un choix, d'abord qui doit avoir un fondement doctrinal, mais qui doit adopter clairement au niveau même de la constitution du pays. Et c'est pourquoi, ici nous parlons de compétence territoriale de l'État. En Haïti, c'est la compétence territoriale restreinte. C'est-à-dire que pour que l'impôt soit levé, il faut qu'il y ait une transaction faite sur le territoire national ou bien une transaction faite à partir du territoire national qui touche le territoire quand même. Et c'est pourquoi si vous allez dans la Constitution haïtienne, par exemple, et à l'article 52, où on définit généralement les critères pour être citoyen, déjà on dit, parmi ces critères-là, payer ses taxes. Quand on dit payer ses taxes, d'abord sur le plan théorique, il y a une imprécision. Parce que en matière théorique pure et constitutionnelle, l'impôt n'est pas forcément la taxe. Quand on dit la taxe, il y a une contrepartie qui est donnée, tandis que quand on parle de l'impôt sur le plan général comme étant une contribution sans contrepartie élevée d'autorité, donc le fait que la Constitution dit payer ses taxes, ça veut dire que c'est un choix territorial. Maintenant, deuxièmement, si vous allez dans la législation relative à l'impôt sur le revenu, les articles 2, 3, 4, vous allez voir qu'il y a deux critères pour lever l'impôt sur le revenu, ou bien le revenu est de source haïtienne, ou bien le domicile fiscal et de la personne imposée est en Haïti. Donc finalement, nous sommes dans la compétence territoriale restreinte. Alors pour vous faire comprendre l'importance de ça, c'est parce que l'autre jour, bon, en même temps, on débat qu'a fait sur une affaire de 10 000 goud pour le mettre sous et les gens qui sont dans la diaspora haïtienne qui a rentré en Haïti. C'est ça que tu as parlé avant. C'est une disposition qui existait déjà, que tu as adoptée en 2015-2016, mais on n'a pas de compte de ça. Tu as adopté, mais d'une manière générale, il t'a dit que depuis qu'on a rentré dans le pays, étranger, on ne va pas dire que c'est monde qui est d'origine haïtienne. On va rentrer, ou gagne 10 000 gouttes. Pour payer, si on va faire transaction économique dans le pays. On va acheter ton machine, on va ouvrir une entreprise. C'est comme si on va pour ouvrir dossier. Ceci fait partie de ce qu'on appelle la compétence territoriale restreinte. Alors que tu voulais faire un changement, puis tu dit que qu'on y a, si on ressortissant haïtien, ou bien on dit d'origine haïtienne à rentrer, il a payé 10 000 gouttes. Ouais, c'est deux bagages qui semblaient, mais deuxième, non. Pour ta faire le fota chita sur la compétence territoriale étendue. Le principe de la base mondiale, même si mon nom depuis la nationalité. C'est deux bagages qui semblaient qui ne sont pas même bagages. Pour montrer l'importance, c'est un petit peu concept de base. De sorte qu'aujourd'hui, on a parlé de politique fiscale. Il est bon de savoir que, premièrement, l'impôt est par essence le principal instrument de politique économique d'un pays. Parce que ça doit être la principale source de recettes pour le pays.
dès que dans un pays, ce n'est pas l'impôt qui vous donne la majorité ou bien la totalité même de vos ressources fiscales, de vos ressources nationales, vous commencez à avoir un problème ou pas le dépendant. Deuxième chose, l'impôt est un instrument de politique économique parce que l'État peut aussi utiliser l'impôt comme levier pour encourager, vous l'avez dit déjà, et décourager des activités. En mettant plus d'impôts là où on veut décourager telle activité et moins d'impôts là où on veut encourager. Troisième chose, c'est que quand on parle de politique fiscale, ça participe d'un jeu d'ensemble. Or, l'impression que j'ai, c'est que depuis quelque temps en Haïti, la tendance est de venir avec, je dirais, des déclarations, des phrases ou bien de prétendues dispositions qui sont limitées à seulement l'objet de faire plus de recettes, mais sans mettre ça dans un contexte d'ensemble. Je m'explique. Dans la conjoncture actuelle, vous voyez qu'il y a tout un tas de palabres, et de manifestations, etc., de jets d'emails, de jets de textes sur le net, etc., en général, sur la question du budget et de la loi de finances en cours. D'abord, ce n'est pas forcément parce qu'il y a véritablement plus d'impôts qu'il y a des problèmes, c'est parce qu'au départ, on n'a pas senti nous-mêmes et l'énoncé d'une politique cohérente qui à la fois présente les impôts, les mesures fiscales nouvelles et à la fois présente aussi en gros comment et les allocations doivent être réparties entre les différents consommateurs du budget. C'est-à-dire, cela aurait dû être fait avant, parce que nous sommes dans un contexte où il y a un gouvernement qui a fait des promesses de mettre de l'argent dans les poches et aussi de mettre de la nourriture dans les assiettes. Le problème, c'est que en parlant aux gens ordinaires sur la rue, tout le monde prend ça à la lettre. C'est comme si vraiment il y a des dépôts, il y a de la nourriture, et puis bon, on va venir, on va mettre. C'est pas ça vraiment. C'est-à-dire, mais les gens prennent ça à la lettre et ça crée quand même une situation fragile où, avant même d'adopter des mesures fiscales nouvelles, on aurait dû quand même tenir compte des effets d'annonce, d'abord présenter et voici notre politique, voici là où on va chercher les ressources et ce qu'on va faire. Un bon exemple bien simple pour comprendre. Il y a un nombre qui a été fait plus gros débat, c'est là où on a dit que il y a 7,2 milliards de gouttes pour le Parlement. Tout le monde dit, ah, n'a pas tête comme. Mais si tu expliques avant, par exemple, qu'on te dit, oui, il y a 7,2 milliards oui, pour le Parlement, mais il ne faut pas le construire. Je ne sais pas, il m'a dit comme ça. Il ne faut pas le construire un gros bureau pour le Parlement qu'on y a. Pour le Parlement en général, qui a coûté 3,5 milliards. Et comme parlementaire déplacé en pile, nous pas l'acheter. Il y a un avion tant Air Force One pour 2,5 milliards et puis monter comme ça d'avance. Vous avez dit, ah, c'est pas comme pour nous manger parce que finalement, il y a 5,5 qui pourraient dans l'avion. Là, on pas dit ça d'avance, qu'on a créé un problème qu'on y a, donc il y a des attentes qui ne sont pas créées. Autrement dit, c'est pour vous dire que la politique fiscale a aussi une composante, je dirais, psychosociale et qui fait que on doit annoncer, expliquer d'avance au lieu maintenant de jeter les choses comme ça et venir surprendre les gens. Et finalement, pour finir, j'ai compris que dans la conjoncture, il y a un problème avec la politique fiscale parce que, faute d'annonce, d'explication d'avance, finalement, et le gouvernement est acculé à répondre à des attaques plutôt qu'à présenter sa politique en tant que telle. Très bien. Ça veut dire, M. Duval, que vous n'avez pas senti, je dirais, l'utilisation de l'impôt comme outil économique privilégié. Justement. Et qu'il y a aussi un aspect social, un aspect financier. Financier. Donc,
selon vous, c'est comme si on aurait privilégié l'aspect financier. Je ne dis même pas l'aspect financier. L'aspect politico-financier immédiat. C'est-à-dire, on a des problèmes, on veut rentrer de l'argent, mais on ne tient pas compte d'un aspect, c'est que dans le jeu de la politique fiscale, la population doit être considérée comme une institution globale. Vous voyez, même s'il y a des divisions dans la société, dès qu'il y a impôt, dès qu'il y a charge fiscale à supporter, tout le monde a tendance à se mettre ensemble pour aller combattre les mesures ensemble. Et c'est là où, quand on parle de regard institutionnel, ce n'est pas seulement la DGI, là où il y a des maisons ou bien des gens organisés, mais aussi face à ce qu'on appelle l'acceptation de l'impôt, le consentement à l'impôt, il faut regarder la population dans son ensemble comme une composante institutionnelle et la principale. Et c'est pourquoi il faut informer d'avance. Autre chose, cette population, dans chaque domaine, est représentée par des institutions ou des personnes acceptées. En dehors même de ce qu'on appelle l'information générale, il est bon, lorsqu'on veut prendre des mesures fiscales aussi, qui paraissent un petit peu dans un contexte difficile, comme des mesures qui vont peut-être affecter les plus pauvres, il faut non seulement prendre le temps d'expliquer, mais il faut choisir aussi ceux qui doivent expliquer. Parce que finalement, si les mesures sont prises par le gouvernement, c'est encore, et je ne sais pas, et le porte-parole du président qui va donner le message, même quand le message est correct, les gens ne sont pas aussi prédisposés à l'entendre que si on avait mis peut-être en avant non seulement la structure politique, mais aussi les structures, je dirais, professionnelles, socio-professionnelles intéressées, les informer, expliquer, et puis aussi promettre, vous voyez, des résultats, ou encore montrer des résultats à partir d'un plan, et peut-être ça aurait passé autrement. Autrement dit, il faut toujours tenir compte de cette composante psychologique qui accompagne toujours l'impôt et qui doit aussi rentrer dans la démarche, non seulement d'implanter une politique fiscale, mais aussi dans toute démarche de prendre des mesures fiscales nouvelles. Très bien. Professeur Duval, vous avez parlé du fait d'impôt pour la population. Vous avez fait aussi état, je dirais, d'utilisation d'impôts comme étant un outil économique. Yeah. Mais puisque vous avez dit au départ que la politique fiscale suppose des choix, Ouais. des choix arrêtés, des choix clairs, des choix qui sont connus. Maintenant, est-ce que le fait pratiquement d'imposer les revenus, d'imposer la consommation, les dépenses, est-ce que aussi n'a pas aussi un poids important en matière de politique fiscale? Oui, ça a un point important parce que finalement, si on prend la politique fiscale dans sa composante économique, en mettant un impôt en général sur n'importe quel domaine, n'importe quel produit, n'importe quel article, il est toujours bon de regarder l'élasticité, on appelle le phénomène d'élasticité du produit. Il y a des bagages où on peut mettre un impôt sur lui, on n'a pas de choix. La obligé de supporter. C'est lui qui est plus bon pour l'État, mais pour ça passer, mais c'est lui qui est plus dangereux politiquement parce que le fait que on n'a pas fait l'autre choix pour retirer l'école, c'est lui qui va avoir plus de problèmes sociaux des fois, plus éclatement. Tandis que quand on met un impôt, on n'a pas fait un choix. Vous mettez un impôt sur cigarette, la passe plus bien, il te met 100% parce qu'on a un choix entre cigarette là, entre cigarette, ou bien vous même acheter petit tabac, ou même vous enrouler, ou même vous faites à faire pauvre, ou bien même chercher des gens on va enragé et puis vous allez, il va pas coûter rien, ou un choix. Ou bien des fois, on taxe qu'à venir par exemple sur du riz, mais comme blé à gagner, les gars disent bon mon cher, dès qu'on consomme du riz 3 fois par semaine, je vais quitter du riz, je vais prendre une seule fois, je vais prendre blé de l'autre fois. Quand l'impôt est imposé dans un contexte où il y a cette élasticité, les gens acceptent sachant que il est possible de trouver des détours.
C'est là qu'il vient dans la de première année, de base là même, on n'a pas qu'à éviter là même, il est obligé de supporter, il ne pas comprendre pour qui ça. C'est là que ça est dangereux. Maintenant, remarquez que, pour parler de psychologie du moment de la politique fiscale, nous ne pouvons pas cacher ça. Les gens ont fait de taxes pour l'autoroute diable pour $50 sur question de transfert. Qui peut encore clarifier, qu'on est d'accord ça? Tout ça fait que il manquait une atmosphère de confiance pour la politique fiscale. D'autant plus que dans cette affaire, même moi, je me suis dit, le SAT était venu avec $1,50 là. Je te dit c'est pour les gens qui avaient comme l'autre bord. Je me suis dit, dans la même semaine, je commencé avec ça, je fait don à un petit monde qui a étudié l'autre bord, et puis il a mal fait transfert. Je me voyais l'autre bord, je dis non, il gagne ni in ni out. Je suis très vexé de ça. Parce que je me dis que ça à partir de l'extérieur, je fais le deux sens. Toujours un bail qui fait que le monde n'a pas en confiance tout de ces questions fiscales, sans compter que l'apparence même physique du pays n'est pas en faveur maintenant d'une confiance en matière d'impôt. Le monde dit ah voilà, même nous on va pas nettoyer des choses comme ça, bien que ce sont des prétextes des fois. Mais les prétextes sont là, il faut faire avec. Je pense qu'il y a un problème d'approche sur le plan, je dirais, et institutionnel et social, qui ont composé tout dans l'approche pour une politique fiscale. Alors, vous avez beaucoup insisté sur, je dirais, ces choix-là, à savoir imposer les dépenses, imposer la consommation, tel type de produit, et voir dans quelle mesure l'impôt est supporté par la population. Et cependant, il y a un élément qui apparaît souvent lorsqu'on parle de politique fiscale, c'est la notion de pression fiscale. Donc, est-ce que quelque part, on peut établir la relation entre la pression fiscale et le degré de satisfaction des dépenses publiques, à savoir les services que l'État est appelé à rendre à la population? Sur le plan théorique, c'est une relation qui est évidente, même en théorie. Très bien. Sur le plan pratique, c'est encore plus évident parce que les gens, avant même l'arrivée de l'impôt, dès qu'il y a un bruit qui dit qu'on augmente les impôts, déjà on le sent dans ses tripes. Sur le plan physique, c'est-à-dire que c'est tellement évident que même pas la peine qu'on fasse un discours là pour dire que... Maintenant, quand on parle de pression fiscale, c'est sur le plan théorique qu'on fait une relation entre le PIB et les recettes fiscales. Mais je vous dis que pour moi-même, et c'est plutôt un cas vraiment théorique d'école, etc., de savant. Maintenant, la pression fiscale, c'est simple, on dit simplement, c'est augmenter charge fiscale par rapport aux revenus chaque monde. Et c'est comme ça que nous prenons. Ce n'est pas dans nous prendre sur le plan global en matière macroéconomique. Or, dès qu'il y a anticipation, déjà qu'il va y avoir une augmentation débordante de l'impôt et que nous ne pouvons pas comprendre, c'est un problème. Et si vous voyez plus devant nous, pour qui ça techniquement, même dans le budget qui est fait qu'on y a là, qu'on a discuté, je m'inventerai que sur 18 mesures présentées dans le budget là, il y a 9, en fait, sur 18, il y a 12 sur 18 qui étaient déjà là déjà, sauf que on était pris en 2015-2016 à un moment où on s'occupait beaucoup plus du départ des élections, du départ de Martelly. Et puis, comme il y a une paresse dans le système maintenant, il n'y a pas pris en mesure en 2016, et puis il a tout changé le texte de loi original, il a venu répéter encore, et il y a un côté, c'est diminuer l'impôt à diminuer, mais tout le monde a une perception que c'est augmenté parce que en 2016, 15-16, il y a un sac pas à appliquer. Parce qu'il était sorti en retard. Exemple, si je prends. Non, ça me casse songer, bien sûr. Si je prends par exemple, sous question permis de conduire. Bon, prends permis de conduire. CFPBA, bon, n'en parlons pas. Permis de conduire. Le permis de conduire. Vous connaissez que par exemple, permis de type AE, vous mettez 2500 gouttes qu'il a, vous avez grand à monter 4500 gouttes. Peu avant de y aller, il n'y a pas de gant à appliquer. Mais il était dans la loi de finances 15-16 là. Au contraire, qu'on y a, c'est de 4500 descendre à 2500.
ça concernait permis de conduire, était augmenté. Non appliqué, qu'on y a assez tourné, carrément, on base là déjà. Mais comme le contexte n'est pas favorable, tout pour nous, que on a augmenté le permis. Ce même j'en souprends, on va parler de CFPB. Alors on dit impôt locatif, pour tout le monde comprendre. Parce qu'on ne dit pas qu'on a CFPB, contribution foncière des propriétés bâties, c'est impôt locatif. En principe, si vous prenez la loi que tu as avant, c'est à partir de 3 000 gouttes, que vous avez 15%. 21 600 gouttes ou 30%. Mais on a des petits taux. Oui, à partir de 6%, jusqu'à 15%. Qu'on y a normalement fait diminuer l'impôt locatif là diminué par rapport à barème qui vient là qui plafonnait à 10. C'est toujours la même base, mais il y a une confusion posée dans ça. Pour qui ça? Toujours en 2015-16, il était passé dans base qui la valeur locative, valeur qu'on a loué là. Il était mis en base sur la valeur vénale variable. Qui ont l'autre concept, c'est prix qu'on a avant de caler, on a mis toi taxe à souder. Qui pas même bien appliqué vraiment. En 15-16. En 15-16 et même 16-17. Mais monsieur fait paresse, moun k'ap écrit bagay ça là. Au lieu que yo vinn ak un lias fiscal chaque fois y a fait un budget, toute loi qui change yo, ou vini avec tout modifié tout, de sorte que l'autre année ou pas besoin retourner sur encore. Très bien. Sur les 18 mesures, il y a 12 qui étaient déjà là. Même j'ai l'impression, peut-être moun qui fait texte yo, pas conscient de ça, ou bien a pas l'impression qu'il y a travail et puis vient avec 18 bagailles qui montrent que son masse, mais en fait c'est pas ça vraiment. Ainsi, on prend une pause, on vous revient. Chers téléspectatrices, téléspectateurs internautes, vous suivez la 349e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio Télé Guinée au Magazine. Émission qui a pour thème politique fiscale en Haïti, enjeux et contraintes. Notre invité, professeur Lieutenant Duval. Au cours de la première partie de l'émission, M. Duval vous a clairement expliqué les aspects économiques, aspects financiers et aspects sociaux de l'impôt ou de la politique fiscale. La politique fiscale suppose des choix arrêtés, connus, diffusés, divulgués, de façon à ce que le grand public sache où l'État conduit le prélèvement des impôts, à savoir comment lui doit financer la dépense publique. Donc, dès qu'on parle d'impôts, on parle d'un instrument financier, mais qui a aussi des implications économiques, des implications sociales. Et puisqu'on parle de budget, comme l'a signé le professeur Duval, eh bien, les modifications au niveau de la loi de finances ont incidence sur le comportement des agents économiques. À ce titre, professeur Duval, quelle est votre lecture de ces modifications-là? Qu'elles se trouvent, selon vous, impliquées et intégrées dans le cadre d'une politique économique? Et pour moi, rien qu'à regarder le texte sur le plan de la forme, pas le fond, j'ai l'impression que c'est des mesures qui ont été tirées par-ci et par-là, pas dans un contexte de recherche d'une cohérence d'ensemble. C'est-à-dire qu'on a besoin de plus de recettes, et puis regardons ce qu'on peut faire ici, ce qu'on peut faire là-bas, etc. Rien que la mesure qui a fait une tollée concernant cette affaire de diaspora vous montre que c'était quand même quelque chose de très maladroit. Pourquoi? Parce que finalement, il y avait déjà un texte qui était conforme à ce qu'on appelle notre compétence territoriale, générale, qui avait déjà institué ces 10 000 gouttes 15-16 pour les étrangers. Venir avec cette affaire même qui a fait toller, c'était déjà aller, je veux dire, en dessous de ce qui était déjà prévu et qui était plus conforme. Pourquoi on est venu avec, on ne sait pas trop. La deuxième chose, c'est que il y a aussi un problème que je n'ai pas trouvé, c'est l'alignement entre
Et la prétention politique je dirais, de mettre plus de nourriture dans l'assiette qui n'est pas prise en compte ici. Comment? Pour moi, on a fait des augmentations d'impôts qui, dans l'ensemble, pour moi-même, c'est si sérieux, l'autre côté déjà là, déjà, qui t'a plus conforme si tu as une politique pour que nous cherchions tout alléger l'impôt dans des bagailles qui sont vitales. Donc, comme Dakadou, et l'impôt qui gagne sur les produits de première nécessité, où tu es allégé ici, tu vas monter dans la cigarette. Par exemple, l'abattement général sur l'impôt sur le revenu, qui est à 60 000, depuis 2005, où tu dit bon, et comme on n'a pas pu, par exemple, ajuster les salaires tels qu'on le voulait pour les ouvriers, le salaire minimum, allons maintenant donner un allègement ici pour que les gens touchent tout. Petit comme qui bat, ou bien pas payer impôt, ou bien payer moins. Autrement dit, on n'a pas joué sur la dégressivité de l'impôt, un mécanisme qu'on a dans notre impôt sur le revenu. On a joué sur la progressivité, mais sans jouer sur la dégressivité pour les plus faibles. De sorte que ça, c'est mon problème. On n'a pas pensé aux produits de première nécessité. C'est-à-dire, qui ça n'a fait? Ça me parle que, et c'est là qu'il y a une contradiction dans la psychologie de l'impôt. Plus moun yo pas qu'à sortir dans le carcan fiscal là pour des bagailles de base, c'est plus un poids créer problème. Or, s'il y avait seulement ça, on aurait une certaine, et je dirais, pas satisfaction, mais il y aurait un certain équilibre. Et on a passé mieux. Autre chose, pas oublier, nous t'ai manquer explication a priori. Ce n'est pas les textes là sortis, non? Ce n'est pas les arrivés dans le Parlement, non? Depuis avant, pour te gagner une diffusion qui fait, des idées qui changent pour que tu aies un qui est plus cohérent. Mais à mon avis, tout le tollé qu'il y a ici est un petit peu noyé dans, je dirais, l'insatisfaction politique et sociale. Et il y a une exagération des deux côtés. En pile réaction faite sur de bagailles qui dit mais ce n'est pas dans le texte là vraiment. Notamment impôts, là, impôts locatifs, et notamment sur permis de conduire, etc., etc. Par exemple, sur le passeport, oui, c'est sur une grosse augmentation, mais en même temps, tout, il y a un passeport, grand monde n'a pas le fait pour 10 ans. C'est une bonne chose. Et par exemple, ça qui n'est pas correct, on prend par exemple entretien routier. Ajustement qui est fait sous question permis de conduire routier, il a augmenté, mais il a quitté portion qui était pour faire entretien routier, même gens. 150 gouttes, 350, 500. C'est comme ça depuis des années. C'est comme si maintenant, dans la mesure, il y a plutôt une volonté d'augmenter les caisses du pouvoir central, mais en même, qu'est-ce qu'il a pour entretien routier? Que le pas marché qu'on y a entretien routier, ce n'est pas un problème, non? Baille plus l'argent pour exiger le plus de résultats. On a trouvé que ce n'est pas balancé comme ça, autrement dit, pour aller côté plus faible là, pour alléger, et pour aller chercher côté plus fort. Maintenant, autre chose, quand on a parlé de pression fiscale, on n'a pas venir sur ça, on n'a pas venir sur l'IA. Une chose est d'augmenter les taux d'imposition, une autre chose aussi est d'élargir l'assiette fiscale. Et c'est ce qui manque depuis une dizaine d'années à nos lois de finances et à ce que nous appelons improprement nos réformes fiscales. Parce que c'est pas réforme fiscale, ça, non, on augmente un poids dans le cadre là, c'est pas réforme fiscale. Mais on sentit que pas une volonté qu'on y a pour aller allègement. C'est comme si dans c'est la politique, on fait côté que on bail carotte là, on bail bâton en tout. C'est un qui contrebalance l'autre qui fait que on est accepté bâton parce que il y a espoir la jeune carotte là en retour. Ou bien t'es jeune carotte là déjà, il dit mettre mon petit bâton. Là le bagage ça, là on seul bord augmenter.
on ne voit pas non plus les mesures pour élargir l'assiette fiscale, pour aller chercher un impôt de côté, pas de payer tout. Tout ça rentre dans l'insuffisance qui gagne. Mais à mon avis, je me garde de me prononcer sur le débat qui se fait maintenant, sur cette question-là, qui est tout à fait politisé. Et du côté du gouvernement, et du côté, carrément, je ne sais pas, d'une certaine opposition politique. Et pas là, je voulais rentrer. Mais il y a deux bagages pour nous connaître, manquer d'informations à moun et deuxièmement, manquer de bagages pour ça qui bas. Très bien. Professeur Duval, à travers le budget aussi, il y a le matricule fiscal, qui est de 1000 gouttes par année. Matricule. 1000 gouttes par année. Et on fait obligation aux employeurs de prélever ce montant sur les salaires des employés. Alors qu'on vient d'augmenter le salaire minimum à 350 gouttes. Donc, c'est comme si, pratiquement, il faut 3 jours de travail pour matricule fiscal. Quand vous voyez la mise en application de cette mesure-là... Bon, pour moi-même, je ne peux pas rentrer dans la question montant seulement. D'abord, voyons le mécanisme. Ensemble. Le mécanisme, c'est que si vous dites que l'employeur doit prélever, il n'est pas assuré que tout le monde travaille pour un seul employeur. Tout le monde doit travailler pour 3 employeurs. Techniquement, ça va poser problème. Je pense que il était déjà suffisant que gain de activité, gain de avantages, gain de services de l'État, pas qu'à joindre, tout pas gagner matériel fiscal ou point barre. Mais à le mettre et puis au prendre lire, je ne vois pas l'intérêt. Honnêtement, techniquement, je ne vois pas l'intérêt parce que plein de monde, ou bien qui peut travailler avec monde, ou bien tout, qui travaille avec monde qui pas doit faire prélèvement, ou encore tout, qui travaille plusieurs côtés. Bon, comment ça va se faire si mon travaille 3 côtés, mais pas forcément besoin de chaque côté qu'on a l'autre côté de travail. Et puis 3 côtés prend, ça, comment l'État va gérer ça pour remettre mon comme ça. La restitution, comment ça va se faire. Techniquement, il y a un problème. Et depuis une dizaine d'années, on n'a pas que des mesures prennent ça. Et puis, on parle comment on va l'appliquer techniquement. Bon. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est en droite ligne de ce que je viens de dire. Il ne faut pas seulement enfoncer le clou. Il faut aussi penser aussi. Il faut penser. Quand je dis penser, ce n'est pas avec la tête, non. Penser blessure, tout. Donc c'est là où il y a ce déséquilibre. Et ça qui fait nous dire que là, pas dans le cadre d'ensemble. Quand vous prenez des mesures fiscales, il faut savoir aussi réfléchir sur leur application pratique. On a vu par exemple les taxes qu'on a voulu mettre sur les questions de carrière et sabot, on ne pas appliquer. Parce qu'il n'est pas réaliste. Cette affaire de TCA qu'on va prélever à la source, là, vendre l'État, etc. Oui, il n'a pas marché. Il était pour en 2013, 2014, etc. Jusqu'on n'a pas marché parce que il n'y a pas de cas appliqué. C'est la même chose qui est arrivée en 2005. Lorsqu'on était venu avec les nouvelles dispositions concernant l'impôt sur le revenu. L'article 40 avait fait peur. Tellement on était mis en pile. Sanctions, on va le prendre, pile, etc. Pénalité. On te dit que il n'y a pas appliqué. Parce qu'on connaît la règle. Trop d'impôts tue l'impôt. Gon niveau mettre impôt même ou même le prendre argent qui peut le percevoir pour là le enrager bon il peut appliquer. C'est ce qui est arrivé et ça va aussi arriver de plus en plus si il n'y a pas de mesures que on prend pour que mesures rentrent dans le cadre cohérent. Il y a un document qui est fait pour ça. Il y a des gens qui connaissent qui va l'avant. Etc. Même d'accord avoir vraiment politique pour aller vers les plus faibles là. On ne va pas sentir des sacs faire pas en pile, ce n'est pas un peu vraiment qui peut élever que ça. Très bien. Professeur Duval, puisqu'on parle de politique fiscale en Haïti, on parle d'enjeux, on parle de contraintes. Est-ce que selon vous, cette politique fiscale serait, je dirais, adaptée dans ce contexte régional et même mondial pour attirer des investissements en Haïti? Normalement, il y a un ensemble de choses à faire pour attirer des investissements et qui doivent s'en tenir aux tendances actuelles de la fiscalité internationale.
D'abord, il faut non seulement commencer par mettre de l'ordre au niveau du pays, régler la question de la propriété. Propriété foncière, mais propriété industrielle, intellectuelle, etc. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, on doit avoir déjà un groupe ou une équipe ou encore une institution qui réfléchit sur un certain nombre de partenaires d'autres pays, je dirais partenaires qu'on doit avoir au niveau international, avec qui on doit commencer par créer les conditions pour arriver à des conventions fiscales internationales. Parce que l'un des problèmes majeurs en matière de politique fiscale maintenant pour attirer l'investissement aussi, c'est la double imposition. On pourrait que ici, en Haïti qu'on y a, le peu d'étrangers qui travaillent en Haïti obligés à foncer de gymnastique. Ils travaillent ici, faire payer un peu de salaire ou bien revenu à l'autre bord, puis ils échapper à la double imposition. Donc il faut qu'on commence par identifier des partenaires et qu'on commence vraiment par, et je dirais, donner et recevoir à travers des conventions fiscales internationales. Ça va prendre un peu de temps. Il faut qu'il y ait un acteur qui vraiment, je dirais, dédié à ça. On aime des acteurs en termes de monde qui a pensé comment ça peut faire. Il faut qu'il y ait des consultations qui pourraient le faire sur le plan même diplomatique. Et moi, je m'attendais à ça lorsqu'on avait parlé en 2010-2011 de la shuttle diplomatie en Haïti. Vous avez parlé de Vina concept ça. On dit que ça n'a pas le fait vraiment, côté que nous n'avons pas le travail vraiment pour nous gagner des pays, nous allons signer des conventions avec eux. Autrement dit, pays nous fait plus de transactions, activités avec eux à tout. Pour nous faire, mais ça n'a pas fait. Et il demandait quand même un minimum de savoir en matière de fiscalité internationale, mais que tout le monde peut apprendre bien facilement. Parce que rien n'est, c'est pas comme il y a 50, 60 ans, rien n'est secret aujourd'hui. Avec l'Internet, avec cette prédisposition à communiquer le plan international, c'est des facile pour qui fait. Ça, c'est. L'autre bail pour qui fait encore, c'est. Moi, j'ai tendance, par exemple, pour que nous disons que nous avons imposé diaspora. C'est-à-dire, nous voulons passer à un principe territorial étendu. Mais pour faire, il demander quelques années quand même, pour bien définir les limites, pour que ce n'est pas un qui peut le jeter, pour faire une saisie, et puis qui ne peut pas appliquer vrai. Ou bien pour trouver que ce fait le tour, et puis tout le monde dit qu'on va mettre les pieds. Ici. Il faut le faire dans le cadre de tout, en politique qui définit, qui sera apporté comme ressources, en plus, qui projet on va le faire, et il faut qu'il y ait reddition de comptes. Moi, à ce sujet, je trouve quelque chose de très intéressant oui, dans cette loi de finances, une petite phrase. Dans les mesures, pas dans les mesures, même dans les mesures concernant les ressources. Aussi bien qu'il dit dans l'article 1, ça là, qui part là avant, une phrase qui dit toutes les ressources de l'État sont de droit des recettes budgétaires ou de trésorerie, même dans le cas où elles n'auraient pas été prévues par la loi de finances. Ah, je vais relire ça, oui, c'est important. Toutes les ressources de l'État sont de droit des recettes budgétaires ou de trésorerie, même dans le cas où elles n'auraient pas été prévues par la loi de finances. C'est comme si les gens qui écrit là qui bien voulu battre les plus pouvoir pour dire que même le pas budgétisé, c'est recette budgétaire quand même, tel qu'on a fait par exemple avec le fonds Petro-Caribé. Mais l'autre conséquence, l'IV dit tout que Sénat, avec Cour des comptes, il y a une obligation qu'on y a à faire loi de règlement, puis rentrer tout ça qui était rentrer comme ressource, mais on n'est pas dans le budget. Et c'est ça m'attend. Parce que, de même que par exemple, le Parlement est très friand pour voter rapidement, il faut attendre maintenant, à la fin de l'année, en fait de l'exercice budgétaire, pour voir si ce même Sénat et avec la Cour des comptes,
je parle aussi friand, puis il a présenté une loi de règlement qui dit, mais sa budget a été gain la donne, mais toute l'autre ressource qui est rentrée pour rendre compte globalement de l'exécution. Moi, je mets ça en pile et je souhaité que, parce que il y a des gens qui comprennent que c'est le gouvernement pour qui est responsable de la loi de règlement, c'est pas vrai, règlement. Gouvernement responsable pour le bal donné, mais en fait, c'est la Cour des comptes avec le Parlement, oui, qui est acteur principal dans ce règlement, pour passer dans l'approbation, processus d'approbation, etc. Ça fait que moi-même, je ferai ça en pile, je c'est à Favel, peut-être dans 2 ans. Une petite précision. Oui. Alors là, c'est le rôle du ministre des Finances pour s'assurer qu'effectivement, toutes les ressources se trouvent budgétisées et d'insérer ces ressources-là dans la loi de règlement. Ah oui, mais attention, là où vous parlez de mon cap exécuteur, c'est Wally. C'est Wally, nous non, même moi-même. Oui, je comprends rien. Qui a un rôle principal là. Pour veiller à cela. Pour veiller à cela, c'est la Cour des comptes. Comment dire, il y a provision légale maintenant pour que les instances de contrôle s'assurent de la budgétisation de l'ensemble des ressources. Oui, et non seulement ça, même si pas fait là au départ, mais les lois de règlement pour le venir qu'on y a. Pour s'assurer. Que alors, pour M. Duval, ce serait bien de bon temps aussi d'avoir une précision en ce qui a trait de la loi de règlement. Si on parle toujours du budget, mais très peu de la loi de règlement. Bon, on parle du budget très peu de la loi de règlement. Je dois vous dire que quand même, contrairement à ce qu'on dit, on fait souvent des lois de règlement, mais en retard. Non, pour que le public puisse comprendre également. Alors quand on dit loi de règlement, on a expliqué rapidement, c'est que, au fond budget, par exemple, on dit que besoin d'acheter 25 verres pour payer. Verres pour boire de l'eau, c'est ça payer à besoin seulement. Ça peut coûter 250 000 gouttes. Donc, l'État, à travers le Parlement, votait un budget qui dit que 250 000 gouttes pour verre pour le peuple à boire de l'eau. Vous comprenez? À la fin, il faut un règlement pour dire que, mais combien de rentré peut-être, parce que là, du budget 250 000 gouttes, comme là, encore là. C'est prévision liée. C'est prévision liée. Il se peut que nous pas 250 000 gouttes là, vraiment c'est 150 nous téléphone. Nous allons dire non, peut-être dire non, 250 pour verre, c'est 150 nous joindre, c'est ça que fait, c'est 10 verres acheter, nous ne pouvons pas acheter 25 verres. Puis verre est venu monter tout pendant l'année, etc. Nous te prévoyons notre acheter un verre pour 10 gouttes, un grain de verre à vendre 15 gouttes, bon, on a acheté moins de verre. C'est exactement ça lié, la loi de règlement, c'est que vous pouvez venir dire, mes ressources sont rentrées, mais ça me fait avec eux. Et que la Cour des comptes, et puis le Parlement va le sanctionner. Et normalement, dans un processus normal, vous devez sanctionner le règlement année qui finit par passer avant votre budget. Généralement, on n'en parle pas. Mais, je trouve que quand même, que quand avancé qui fait là, tout le monde ne va pas parler de dit. Dans le chapitre 1, avec la dernière phrase, ça veut dire que au moins, il y a une volonté express ou tacite, ça c'est consciente, pour que vraiment, on rende compte maintenant plus largement des ressources. Ce n'est pas seulement ça qui est dans le budget, mais tout ça qui rentre, le fonds Petro-Caribé, et le fonds Payan, ou une aide ou même, le fonds X, Y, Z, tout pour rentrer dans le règlement qu'on y a, pour nos repartis qu'on y a, peut-être prochainement avec un budget qui est plus complet, qui va intégrer peut-être des fonds que nous ne connaissons pas année ça, mais qui va venir là l'autre année. Très bien. Budget. Pour Jean Duval, on parle de politique fiscale. Après, est-ce que selon vous, on a une politique fiscale qui serait, je dirais, attractive? La politique fiscale est attractive lorsque, par exemple, ça va pas le dire coûter le bien, c'est lorsque le retour à la population est attractif. Comprenez bien? Avec des citoyens, sous dit mon cher, et on va payer 20% d'impôts en plus parce que nous avons besoin d'un pays qui est plus propre. On ne va pas le prendre un gros bail compliqué. Comme on a chaque levé, le camion passe à ramasser fatra, curage a fait. L'eau ça a pas arrêté sur chaussée pendant 25-30 jours. Li ouais pays à propre vraiment. Ou pas étonner même mon commande pour mettre un petit bail encore.
Finalement, il n'y a pas de secret dans cette histoire-là. La principale mesure financière et économique, c'est comment recettes fiscales, comment ressources nationales retourner vers la population sous forme de services visibles. C'est tout. Ce n'est pas le pour l'argent, non, il est attractif. S'il est un bail service. Mais en ce qui a été particulièrement à la création de richesse, les entreprises particulièrement, modalité d'imposition, est-ce que selon vous, imposer l'entreprise à 30%, les dividendes à 20%, est-ce que c'est une mesure attractive? Je ne vais pas me prononcer là-dessus. Vous voyez pourquoi? Parce que là, il s'agit d'une mesure qui concerne, sauf pour là, principalement les sociétés anonymes. Non, exemple. Et pour moi, et Jean fait, pour moi-même, pression qui gagne sur l'entreprise, je ne pas dire trop. Pourquoi je ne pas dire ça? C'est parce que, de notre côté, je ne suis pas sûr que il y a suffisamment de moyens de contrôle qui exercent sur les ressources entreprises. Nous sommes dans un système déclaratif et avec une administration assez faible. Moi, ça qui n'est pas attractif dans ce là, c'est que la relation dépense. C'est facilité que vous ne pouvez pas investir. Très bien. C'est l'ami, ce n'est pas dans toute imposition. Très bien. Ainsi prend fin la 349e édition de votre émission Magazine. Thème développé, politique fiscale en Haïti, enjeux et contraintes. Disons un grand merci pour sa disponibilité et à vous, nous vous disons à bientôt.